tous d'être si nombreux. C'est rare de voir le 139 aussi rempli. Je suis ravi de voir que l'arbre suscite autant d'intérêt. L'arbre, bien sûr, associé à la personnalité de Francis Allais, que nous avons la chance, le plaisir de recevoir ici au 139. Bonjour Francis. En introduction, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, je vais quand même expliquer où on est, ce que c'est que le 139. Le 139, c'est le siège social de Logé-Hauts-Seine, qui est une entreprise sociale pour l'habitat qui agit à l'échelle de tout l'Axe-Seine avec près de 25 000 logements. C'est une entreprise assez conséquente. Et quand je parle d'habitat, ce n'est pas par hasard. 25 000 logements, certes, mais chez Logé, on agit au-delà des logements, c'est-à-dire on se préoccupe de tout ce qui se passe autour des logements, c'est-à-dire quand on sort de chez soi, l'environnement dans lequel on vit, les commerces, les services, mais aussi le cadre de vie qui doit être pour tout un chacun épanouissant. Et dans ce cadre de vie, dans ce cadre essentiellement urbain, quelle est la place de la nature qu'on y accorde, et en particulier, et ça sera l'objet de l'échange ce soir, de l'arbre en particulier. Pour pouvoir fabriquer de la ville et travailler sur cette notion d'habitat, on s'est doté d'un outil qui nous permet de penser l'habitat de demain. Penser et faire, c'est-à-dire concevoir et inspirer, je dirais plutôt, et expérimenter. On en a parlé tout à l'heure, la question de l'expérimentation. Et ça, c'est la deuxième fonction du 139. Penser et faire, inspirer et expérimenter. Le 139, c'est aussi un outil qui, nous, chez Logé, nous permet d'avoir une approche prospective, de réfléchir, de tester des choses pour se donner des outils sur la question de l'habitat de demain, à quoi il va ressembler. C'est dans cette démarche, c'est dans ce cadre qu'on reçoit aujourd'hui Francis Allais, qui va nous donner sa vision, son éclairage sur l'arbre. Alors, le titre de cette rencontre, de cet échange, c'est l'arbre dans la ville. Il en sera un peu question. Pour tout vous dire, on a commencé déjà le travail puisqu'on était cet après-midi Access, on en a beaucoup parlé avec des professionnels issus des services de la ville, des paysagistes, sur la question vraiment pratique de l'arbre dans la ville. Et je vais laisser Francis Allais parler, peut-être nous laisser aussi découvrir ces arbres à lui à travers un diaporama que vous avez choisi pour lancer cette conversation et derrière, je l'espère, susciter des réactions, un échange. Merci mesdames et messieurs d'être venus, malgré la pluie. Enfin, c'est vrai que vous êtes un peu habitués. Moi j'habite le midi, alors ça m'étonne toujours. Oui, on a pas mal parlé des arbres dans la ville déjà ce matin. Alors je voudrais prendre un peu de recul et donner quelques idées sur les arbres. Première idée qui peut vous surprendre, nous n'avons pas de définition de l'arbre. C'est comme ça. Alors il y a des définitions incomplètes, par exemple celles qu'on vous donne dans les écoles forestières. Si c'est une école forestière en Europe ou aux États-Unis, l'arbre, il a un tronc, un seul. Il a des branches, des feuilles, etc., des racines en bas, et il vit longtemps, c'est-à-dire plusieurs siècles. Mais ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas parce qu'il y a des arbres complètement différents de ça. Il y a des arbres qui n'ont pas de tronc, il y a des arbres qui ont 25 troncs. Il y a des arbres qui vivent très peu de temps, 50 ans, moins que la plupart des êtres humains. Il y a des arbres qui n'ont pas de branches, qui n'ont pas de feuilles, qui n'ont pas... Enfin bref, moi j'estime que la définition de l'arbre devrait donner de la place à toutes les formes d'arbres, y compris les arbres fossiles, et y compris surtout les arbres tropicaux qui sont très largement majoritaires. Bon, à chaque fois que je fais une définition de l'arbre, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La dernière fois, j'avais fait une définition qui me plaisait bien. Et je suis invité en Afrique du Sud, l'université de Pretoria. Je tombe sur des arbres souterrains.
Bon, ma définition, je pouvais la balancer. Alors, je laisse tomber la définition, mais il faut que vous sachiez qu'on n'a pas ce qu'il faut pour définir l'arbre dans toutes ses formes. J'ai expliqué tout à l'heure, mais je le refais volontiers. Les arbres ne sont pas des individus. Nous sommes des individus, vous et moi. Ça veut dire que si on nous coupe en deux moitiés égales, c'est fini. Mais un arbre, c'est pas du tout comme ça. Vous coupez un arbre en deux moitiés, verticalement par exemple, ça fait deux arbres, parfaitement vivants. Bon, on peut faire des centaines, des milliers d'arbres avec un sécateur, et on fait des boutures, et ça donne des arbres vivants. Donc c'est divisible. Donc c'est pas des individus. En plus, un individu, comme vous et moi, ça a un génome. Un génome du haut en bas de son organisation, et un génome pendant toute sa vie. Les arbres, c'est pas comme ça du tout. Alors voilà, il faut abandonner l'idée que les arbres sont des individus. Alors, si ce n'est pas des individus, il faut admettre que ce sont des colonies. Voilà, un peu comme on utilise ce terme pour le corail. Le corail, vous savez, c'est des colonies énormes, gigantesques, et qui durent extrêmement longtemps, et dont l'élément est un petit polype de quelques millimètres de haut, pas plus. Eh bien, il faut s'habituer à cette idée assez dérangeante, mais que je vais essayer de démontrer, qu'un jeune arbre peut pousser sur un vieil arbre. Et puis ça continue et ça fait une colonie. Ce n'est pas des graines qui germent, c'est des bourgeons dormants qui se réveillent. Mais je crois que le mieux, ça sera les images. Ça, c'est les arbres de chez moi, c'est une forme de cyprès. Et quand je montre ça dans le Midi, les gens connaissent. Quand je monte à Brest, ils me disent, mais ils sont drôles les arbres chez toi, ils n'ont pas de tronc. Ils en ont un en fait, mais on ne le voit pas. Voilà. Je voudrais vous montrer quelques formes d'arbres pour commencer. Là, on voit le tronc. Là, on voit le tronc, on voit bien. Hein, des baobabs du sud malgache. Et le baobab, c'est intéressant, il y en a un dans toute l'Afrique, il y en a un en Australie, et il y en a 9 à Madagascar, y compris celui-là. On s'imagine souvent que c'est des réserves d'eau, c'est pas vrai du tout. Vous pouvez faire un trou là-dedans, ça va pas couler. Mais c'est d'un tissu très riche en eau, c'est comme une espèce d'éponge, si on le serre comme ça, ça coule. Voilà. Il y a une vieille technique de l'Est africain que je trouve très intéressante en saison sèche. Là, c'est la saison sèche, il n'y a pas de feuilles. En saison sèche, les gens montent en haut et ils creusent un puits dans le tronc. Ils creusent un puits. Alors, il en faut un en bas avec une pelle et un autre en haut qui sort le tissu, quoi. Et dès qu'il y a un peu d'eau, ils remplissent le puits, ils le bouchent avec de la terre. Et c'est drôle, ils mettent en bas un robinet. Donc quand on a soif, on ouvre. Et ça a un très léger goût de citron. C'est très agréable. Et ça garde l'eau pendant toute la saison sèche. On me demande souvent si les palmiers sont des arbres. Et dans l'enseignement classique en Europe, les palmiers ne sont pas des arbres, parce qu'ils n'ont pas de bois. Moi, je ne suis pas d'accord. Les palmiers sont des arbres, mais ils ont une constitution anatomique qui n'est pas celle des arbres d'Europe. Donc il faut une définition plus vaste. Et moi, je propose celle-là. Quand un palmier tombe sur votre bagnole, si elle est foutue, c'est que c'est un arbre. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une nuit d'orage en Côte d'Ivoire. Et c'est un dessin de vous? Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des stations en Asie où ils vendent du bois à des prix très variés. Et ben, le plus cher, c'est le bois de palmier. Ils s'en foutent que ce ne soit pas vraiment du bois pour un anatomiste. C'est pas ça qui les intéresse. Ah oui, ça j'aime bien. L'idée, vous pouvez prendre n'importe quelle petite herbe qu'on a ici.
par exemple une pervenche ou une forbe. Il y en a des toutes petites. Prenez n'importe quel petit herbe qu'on a en Europe, vous allez trouver que ses ancêtres, c'est légitime de chercher les ancêtres d'un être vivant, vous allez trouver que ces ancêtres sont des arbres tropicaux. Alors ça, la pervenche, le laurier rose et ce grand arbre qui est là, c'est la même famille. Ça, c'est l'ancêtre, sous l'équateur, en Afrique. Et là, c'est une forbe, là, une toute petite forbe. Si on monte un peu plus haut, on trouve des euphorbes de 4-5 mètres de haut, peut-être un peu plus. Et si vous allez dans les tropiques, vous trouvez des euphorbes arborescentes. Et ça, c'est absolument général. Il n'y a pas une seule exception. Bon, je vais passer là-dessus. Ça, c'est mon travail personnel. C'est l'architecture, c'est des formes d'arbres. Nous, ça nous intéresse, l'architecture, ici. Et vous êtes sûr que c'est la même? Mais en regardant, je me dis qu'il y a parfois des propositions architecturales qui peuvent s'inspirer de certains arbres. Oui, de fait, je suis parfois invité dans des écoles d'architecture. Alors je vous montre ça. Mais notre programme à nous, il est génétique. Et puis on s'en occupe pas. Le programme, il nous échappe totalement, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas que ça marche. Là, il y en a 3, 4, 5, 6. En réalité, il y en a 24. On connaît au niveau mondial maintenant 24 manières de pousser pour les arbres. La plupart sont sous l'équateur. Et là, c'est des formes qu'on trouve en région tempérée. La position des fleurs dans les arbres. Ce qu'on trouve en Europe, ça serait D, ici. Le pommier. Par exemple, oui. J'ai rien contre, hein. Mais ça n'est qu'une des solutions parmi beaucoup d'autres. Y compris des fleurs sur les feuilles. Et le C, c'est quel type d'arbre étrange? C'est une rubiacée du Gabon, pas très haute comme la pièce. Et ces fleurs sont au niveau du sol parce qu'elles se balancent au bout d'un long fil. Il semble que les pollinisateurs soient des animaux qui marchent au sol, donc il ne faut pas que les fleurs soient trop hautes. Alors, c'est très curieux les arbres parce que ça n'arrête pas de nous surprendre. Une découverte toute récente, mais qui a moins d'un mois. On a découvert à Bornéo un palmier qui a des fleurs sous le sol. Ce palmier est très connu, moi je l'ai moi-même observé et récolté. On pensait qu'il était stérile. Et on connaît des plantes stériles qui fleurissent jamais. On pensait que c'était son cas. Il fleurit, mais souterrainement. Discrètement. Comment il fait pour se polliniser? Ça, je ne sais pas. Sequoia sempervirens. C'est en Californie, c'est les redwoods de Californie, c'est des arbres très célèbres. On en a beaucoup dans l'ouest de la France et donc vous connaissez certainement. C'est pour l'instant les plus grands arbres du monde. Ils atteignent 120, 125 mètres, je crois. Remarquez qu'un truc pas juste, c'est que quand on indique la hauteur d'un arbre, on compte jamais les racines. Parce qu'on ne les voit pas, mais on les connaît, parce qu'on a déjà vu des séquoias bousculés par le vent, donc on pourrait avoir une idée des racines. Mais on ne les compte jamais. On est dans une planète un peu triste, parce qu'il existait au 19e siècle des arbres beaucoup plus grands que ça. 130 mètres, 135 mètres. Des eucalyptus du sud australien. Ils ont tous été détruits. Fini, c'est fini, on les a plus. Voilà. Et les racines de cet arbre-là, elles mesurent combien? Il faudrait rajouter 5 mètres, quoi. La proportion est... C'est des endroits extrêmement humides. C'est très curieux parce que vous pouvez arracher un jeune séquoia et le mettre sur du béton. S'il reçoit la brume et la pluie, ça lui suffit.
n'a pas tellement besoin de racines. Très très humide. Le Havre à côté, c'est aride. Là, je suis avec mon épouse au pied d'un... C'est pas un séquoia, c'est un séquoia dindron. C'est les petites montagnes, un peu comme des Cévennes, en arrière de la côte où il y a les séquoias. White Mountains. Et celui-là s'appelle General Sherman. Et c'est censé être l'arbre le plus gros, c'est-à-dire le plus grand nombre de mètres cubes de bois. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les Américains. Vous remarquez que ces arbres, ils sont extrêmement hauts, ils sont pointus, et donc ils servent de paratonnerre. Et on voit bien ce qui s'est passé. La foudre tombe là-dessus presque chaque année. Et elle atteint le sol. Et c'est la marque noire qui est derrière nous. Général Sherman. Je me suis renseigné sur ce mec-là, un boucher de la guerre de sécession. Le pauvre arbre. On lui donne le nom d'un arbre d'un être humain qu'il n'aurait pas aimé sans doute. Alors il y a des activistes américains qui viennent la nuit, ils retirent le panneau Général Sherman et à la place ils mettent Karl Marx. Je ne suis pas sûr que ça soit un grand progrès, mais enfin... En tout cas, on remarque que c'est forcément les Américains qui ont le plus gros arbre. Est-ce que c'est un hasard? Je crois que surtout, c'est pas vrai. C'est pas un hasard. C'est le plus gros arbre des États-Unis, sans aucun doute. Mais dans les tropiques, il y a des arbres. Bon, enfin, si on commence à comparer les tropiques et les régions tempérées, ça va pas être facile pour nous. Alors ça, c'est toujours le général Sherman. Et il faut dire que quand on est dessous, à son pied, on n'a aucune idée de sa hauteur. On ne voit pas le haut. Alors ils ont fait un layon qui permet de s'écarter de cet arbre. Et à mesure qu'on s'en écarte, il est de plus en plus haut. C'est ça que je trouve beau. Il n'est pas extraordinairement haut, il a 100 mètres. Quoi. Et quel âge? 2000 ans, 3000 ans peut-être. Ça serait facile mais un peu destructif de percer un trou dedans jusqu'au cœur et de compter les cernes. Alors là, c'est pas du tout une approximation, hein. C'est un cerne, un an, aucun doute. Ça, c'est un araucaria d'Australie. Et j'en profite pour vous montrer un arbre qui n'est pas une colonie. Ça, c'est un arbre unitaire. Ils sont beaucoup plus anciens et ils sont très beaux. Sur le plan d'ornement, les araucarias, c'est bien connu que c'est très beau. Et comme vous voyez, il y a un tronc unique, c'est tout. Le reste, ce n'est pas des troncs, c'est des petites branches. Les palmiers sont également des arbres unitaires. Il faut comprendre que c'est des formes beaucoup plus anciennes que les arbres dont nous avons l'habitude ici, comme les platanes ou les ormes. C'est beaucoup plus ancien. Les arbres unitaires, ils sont très beaux. Les Anglais les appellent le excurrent tree, les arbres excurrents. C'est un vieux mot de la foresterie anglaise. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux. Regardez celui-là. Il est tout jeune encore, il a 1,50 m de haut. Eh bien, ce qui est typique des arbres unitaires, c'est qu'ils ne changent pas de forme entre le jeune et l'adulte. Regardez l'adulte. Et c'est pareil. Ça veut dire que les performances en matière de photosynthèse n'augmentent pas beaucoup dans la vie de cet arbre. Bon, c'est sûr qu'il a plus de feuilles, mais comme il a gardé la même forme, il n'est pas beaucoup plus compétent en matière de fixation du gaz carbonique. Alors ça, par contre, moi j'aime beaucoup la botanique, parce que ça, vous voyez, c'est un spectacle d'une banalité absolue. C'est un arbre avec un petit rejet sur le tronc. On ne peut pas trouver plus banal. Mais cependant, les botanistes, ils sont versés dans des abîmes de réflexion. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est un petit arbre qui pousse sur un vieux. Alors, on voit son tronc, n'est-ce pas? On voit ses feuilles.
on ne voit pas ses racines. Mais c'est normal, quand vous êtes devant un arbre, vous ne voyez pas les racines. Si vous voulez les voir, il faut creuser. Et bien là, si je creuse, je vais les trouver. Elles vont faire ce diamètre-là à peu près. Il y a des véritables racines. Donc je peux affirmer que ce n'est pas une branche. Une branche n'aurait pas de racines. Ça, c'est un petit arbre qui pousse sur un vieil arbre. C'est ce qu'on appelle une réitération. Je crois que c'est un terme qu'il faut maintenant mémoriser parce que dans la profession de grimpeur et lagueur, ils parlent tous de réitération. Alors voilà un arbre qui n'est plus unitaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de troncs. Voilà. Les Anglais appellent ça decurrent tree, les arbres décurrents. Alors il faut comprendre que cette réitération, c'est-à-dire la possibilité d'abandonner le statut d'unitaire pour adopter le statut de colonnière, c'est un formidable progrès, parce que s'il n'était pas colonnière, il y aurait comme surface photosynthétique le petit balai qui est en haut, c'est tout. Vous voyez que d'avoir produit des copies de lui-même sous la forme d'une colonie, ça augmente dans des proportions gigantesques ses capacités de photosynthèse. Donc c'est un énorme progrès. Voilà. Mes collègues qui s'occupent d'arbres fossiles ne connaissent pas les réitérations, tout simplement parce que ça n'existait pas. Ça, c'est proche des millepertuis et c'est en Amazonie. Regardez ce petit arbre très simple. Un tronc vertical et des branches horizontales. Je vais vous le montrer quand il est adulte. Alors, chaque petit point noir là-dessus, c'est l'équivalent de la photo d'avant. Autrement dit, il y a des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de réitérations qui forment la cime de cette grande chose-là. En France, on parle très souvent de branches maîtresses sur les gros arbres. Ça, par exemple, on dirait c'est une branche maîtresse. Voilà, il y a un groupe de branches maîtresses, c'est comme ça qu'on les décrit. Ce n'est pas des branches, c'est des troncs. C'est des troncs qui ont poussé à la verticale quand c'était jeune, ils sont d'ailleurs verticaux vers le haut, et puis avec la gravité, ils s'affaissent, ils sont de plus en plus grands, donc le bras de levier est de plus en plus fort, et donc ils finissent par s'affaisser et par tomber. Alors comment est-ce que je sais que ce n'est pas des branches, mais que c'est des troncs? Extrêmement simple, il y a des racines à la base. Je vous encourage à regarder ça sur les arbres habituels, ceux qu'on a ici. Ils sont comme ça. Il y a des arbres qui sont d'une complexité épouvantable. Ça, c'est un figuier étrangleur en Amazonie centrale. Figuier, on a des figuiers ici. Hein. On a la chance d'avoir le figuier méditerranéen. Il y a 800 espèces de figuiers. Et ça, c'en est un qui ne germe jamais au sol. Vous mettez les graines au sol, ça ne marche pas. Il faut que la graine tombe en haut d'un arbre. Qui est-ce qui la porte là? C'est un oiseau dans ses crottes, tout simplement. Alors la graine germe en haut de l'arbre support. Elle envoie les racines vers le bas. Les racines tournent dans un sens et tournent dans l'autre, donc elles se superposent, elles se soudent. Et assez rapidement, ça fait une espèce de carcan soudé, et l'arbre support ne peut plus grossir. Il n'est pas à proprement parler étranglé, parce que étranglé, il faudrait serrer. Ça, le ficus n'est pas capable de faire ça. Par contre, il est bloqué dans sa croissance, il ne peut pas grandir plus. Il ne peut pas grossir plus. Et donc il meurt. Vous savez que si on veut empêcher un arbre de vivre, il suffit de lui mettre un collier métallique autour de la base du tronc. Il ne peut plus grossir, donc il meurt. Alors là, vous avez ça se devine encore, la trace de l'arbre support qui est tombé depuis très longtemps. Et le figuier étrangleur, il est beaucoup plus grand que l'arbre qui l'a remplacé. Et donc ça, quelque part, c'est ses racines, des racines visibles. Ah oui, mais ça, l'idée que les racines sont dans le sol,
Ça, c'est une idée typiquement européenne. Dans les tropiques, vous avez des racines partout, y compris en haut des arbres, parce que l'air est humide. Ça, c'est une recherche sur la génétique des arbres. Cette petite nacelle, là où il y a 3 personnes, on l'a fait voler tout autour de l'arbre et on prend tous les 3 ou 4 mètres un petit échantillon. Eh bien, on a la surprise de s'apercevoir que ce n'est pas le même génome d'un bout à l'autre de la cime. C'est normal pour une colonie, puisque ce n'est pas les mêmes éléments. C'est pareil dans le corail, d'ailleurs. Les petits polypes qui constituent le corail, ils n'ont pas tous le même génome. Ça devrait nous rassurer sur le devenir des arbres en cas de changement climatique. On s'inquiète beaucoup là-dessus, mais à juste titre. Alors on essaye de prendre des arbres dans le sud et de les mettre dans le nord en se disant comme ça, quand il y aura un réchauffement, ça leur plaira, etc. Pas se tracasser. Ça aurait beaucoup plu à Darwin. Ces arbres qui ont en eux-mêmes la variabilité génétique qui leur permet de survivre en cas de changement. Bon, il n'avait pas la génétique, Darwin, ça n'existait pas à son époque. Ça lui aurait beaucoup plu, ça. Alors, s'il y a un changement climatique, comme celui auquel on assiste maintenant, eh bien, le génome qui occupe la presque totalité de l'arbre, il est plus adapté. Donc l'arbre le met sur le côté et il met en avant un autre génome, mais qu'il a déjà en lui-même. C'est ça qui est étonnant. La variabilité est dans l'arbre. Il met en avant un autre génome mieux adapté et c'est reparti. Voilà. Vous savez, le changement climatique, on a des raisons de s'en inquiéter, mais moi je ne m'inquiète pas pour les arbres. Je m'inquiète pour l'être humain. Parce que nous, on n'a qu'un génome. D'accord, on est mobile, donc on est capable de fuir un climat qui ne nous plairait pas. Je ne suis pas sûr que ça va suffire. Vous voyez cette touffe de feuilles rouges là? C'est typiquement ce qui se passe quand un génome mute. Voilà, ça pousse tout aussi bien, c'est tout aussi vivant, mais on repère parce que là il y a un marqueur de la génétique. Voilà. Ça c'est typiquement un marqueur du, excusez le terme, polymorphisme génétique d'un arbre. Qui n'est pas comme nous on a un génome. Les arbres en ont des centaines, voire des milliers. Ah oui, regardez ça. Ça, c'est un photinia, photographié à Montpellier. Au petit printemps, il y a 1 mètre carré qui est fleuri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même génome là et là. Vous revenez 10 jours après. Il a gagné. Ils ont tous gagné. Mais si vous voulez faire une variété précoce de photinia, vous prenez un bourgeon dans la partie qui a fleuri avant et vous le greffez sur un photinia quelconque et vous faites une variété précoce. Voilà, comme ça que ça marche. Les horticulteurs connaissent ça depuis très longtemps. La timidité, ça c'est une chose qui m'a beaucoup épaté. Ceux qui ont mis ça en avant pour la première fois, c'est des forestiers australiens sur des eucalyptus. Ils appellent ça crown shyness, la timidité des couronnes, donc on s'est contenté de traduire. Ça veut dire que si vous faites une plantation monospécifique, comme c'est le cas en haut, les arbres ne se touchent pas. Attention, ils ne se touchent pas dans la partie aérienne. Mais la partie souterraine, c'est complètement différent. Quand l'arbre grandit, étant donné qu'il est une colonie, c'est normal que la timidité apparaisse dans sa propre couronne, mais il reste timide par rapport à ses voisins. C'est un peu énervant parce qu'on ne sait pas comment ça marche et on ne sait pas à quoi ça sert. Mais on va le savoir assez vite, ça. Ce soir? Donc il faut attendre un peu plus de travail de terrain. Non, ça ne doit pas être très compliqué. Voilà en vrai la timidité. Si vous allez à Antibes, sur le cap d'Antibes, il y a un très beau jardin qui s'appelle la Villa Turet,
Et chaque fois que je vais à la Villa Turet, je vois des équipes de télévision venant du monde entier pour filmer la timidité des arbres de la Villa Turet. C'est magnifique. Qu'on ne sache pas à quoi ça sert, ça n'empêche pas de l'admirer. Ça, c'est pour illustrer un fait qui peut déranger aussi. Un arbre peut être potentiellement immortel. Un arbre, ça n'a pas de programme de sénescence. Et là, c'est pas notre cas à nous, n'est-ce pas? Enfin, je ne veux pas être discourtois, d'ailleurs, je suis le premier visé. Mais on a un programme de vieillissement, de sénescence. Un arbre n'a pas ça. Chaque printemps, il se couvre d'un arbre totalement jeune, exactement identique à celui qui est sorti de la graine. On ne peut pas dire qu'il vieillisse dans ces conditions. Alors, en haut, c'est un chêne observé en Angleterre, dans le jardin botanique de Kew Garden. Ça, si vous n'avez pas vu ça, il faut vraiment y aller. Ce chêne, il n'a jamais été taillé, il est sur une pelouse bien éclairée, et comme on ne le taille pas, ses branches grandissent, elles s'affaissent, elles touchent le sol, elles s'enracinent, et elles donnent des petits chênes. Et puis ça continue. Et ça n'a aucune raison de s'arrêter. Potentiellement immortel, parce que si je veux le couper ou le brûler, c'est facile. Il n'est pas véritablement immortel. Il faudrait être vraiment idiot pour couper ça. Je ne vais pas le faire. En dessous, c'est un olivier. Un arbre très très intéressant que j'aime beaucoup. Un jeune olivier comme ici, vous avez sur le tronc, c'est comme une chandelle. Il y a des sortes de gouttes qui coulent vers le bas, mais très lentement, parce que c'est du bois. Alors, arrivé en bas, ces gouttes, elles forment une plaque de bois qui grandit et qui pourrait couvrir une bonne partie de cette salle. Et alors ça se couvre de centaines d'oliviers, mais tout ça est sorti d'une graine unique, hein. Donc d'une manière, c'est le même arbre. Voilà, l'immortalité potentielle des arbres, je crois que c'est très important. Il n'y a pas d'animaux qui soient comme ça, à part peut-être le récif de corail. Ça, je pense que ça vous dit quelque chose, les palétuviers. Tous ceux qui ont mis les pieds dans les tropiques connaissent ça. Ceux-là, ils sont tout jeunes, ils ne marchent pas. Ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Mais je vais vous en montrer un qui marche. Ça, c'est un vieux palétuvier. Alors, regardez la photo. Là, c'est la partie vieille. Donc là, ça meurt. Et on voit bien que ça pousse de l'autre côté, en donnant d'ailleurs de jeunes racines. Et donc, l'arbre, il avance. On prend une photo aérienne. On prend la même un an après et il a avancé entre 4 et 5 mètres. Voilà un arbre qui marche. Ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a un moment, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce qu'il n'a plus pied. Tout simplement. Et oui, il marche vers la mer. Hein. Donc il y a un moment où ça ne marchait plus. Immortel, mais pas miraculeux. Non, pas de miracle, non. Voilà, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à ce mécanisme de la réitération, c'est-à-dire un jeune arbre qui pousse sur un vieil arbre. Et vous pouvez voir ça n'importe où, même dans les rues du Havre. Si vous regardez les branches maîtresses, elles s'accrochent au tronc et elles sont prolongées vers le bas par un renflement. Ça, ce sont ces racines qui se dépêche d'aller au sol, bien sûr, puisqu'il lui faut de l'eau. Donc le tronc, il est cylindrique au début, mais au bout d'un très grand nombre d'années, que parfois quelques siècles, il devient lobé comme ça, parce que ce sont les racines de toutes les réitérations aériennes. Voilà, ça, c'est une vision de l'arbre qui est totalement différente et qui commence à prendre pied chez les professionnels de l'arbre, c'est-à-dire les grimpeurs, élagueurs, etc. On n'en a jamais fait le tour des arbres. On ne le croit pas quand on habite ici, parce que les arbres sont un peu tous les mêmes ici. Mais quand on regarde dans les tropiques, voilà, je vous ai parlé des arbres souterrains d'Afrique du Sud. En saison sèche, ils ne dépassent rien. D'ailleurs, ça brûle.
les herbes brûlent. En saison des pluies, vous auriez une surface comme cette salle, avec des feuilles et des fleurs, et ça, c'est l'arbre. Les collègues sud-africains ont mesuré à quelle vitesse cette tache de feuilles augmente d'une année sur l'autre, et ils nous disent que ces arbres ont plus d'1 millier d'années. Et d'ailleurs, si vous creusez, vous allez trouver que les feuilles sont insérées sur l'extrémité de petites branches, c'est bien normal. Si vous creusez plus, vous allez voir que c'est des grosses branches, puis des très grosses branches, puis un tronc. Voilà. Et l'arbre, il est souterrain. Qu'est-ce qui amène un arbre à devenir souterrain? Ils se sont posé la question en Afrique du Sud et ils ont trouvé une réponse qui est très très intéressante. L'Afrique du Sud, c'est comme le nord de l'Australie et quelques sites de ci de là dans le monde. C'est des zones où les orages allument régulièrement des feux. L'homme n'y est pour rien. La végétation brûle à cause des orages. Donc vous comprenez que c'est une source de feu qui est bien antérieure à l'être humain. Alors l'arbre, soit il disparaît, soit il s'enterre. Il y a ça en Afrique du Sud et en Argentine. Un arbre qui danse. Quelle drôle d'idée. Je suis invité en Chine et je vais voir un jardin qui a été créé à l'époque de Mao. Et le patron, il me reçoit, il me dit, connaissez-vous l'arbre qui danse? Je lui dis non, mais ça, il va falloir me le montrer vite fait. Alors il m'a fait... C'était pas un arbre, c'était haut comme la pièce. Un très joli arbuste avec des fleurs roses, très joli. Et au pied, il y avait des Chinois en train de taper dans les mains. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il me dit, si vous voulez qu'elle danse, il faut bien faire de la musique. C'est pas très raffiné, mais tapez dans les mains et vous voyez les feuilles qui bougent comme ça. Si vous allez sur Internet et que vous tapez Desmodium gyrans, vous allez voir les feuilles bouger. Alors c'est très très curieux parce que cette plante est une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle est très riche en azote et ça veut dire aussi qu'elle est très recherchée par les prédateurs herbivores. Moi je serais elle, je ne bougerais pas. Se faire remarquer ne paraît pas être une bonne stratégie, mais enfin elle le fait. On n'a aucune idée. Elle n'a pas d'oreille, n'est-ce pas? Mais de toute évidence, elle a des récepteurs d'ondes sonores puisqu'elle bouge. On ne sait pas comment ça marche et on sait encore moins à quoi ça peut lui servir. On n'est pas assez nombreux les botanistes. On est entouré de mystères comme ça. Et voilà, il n'y a plus d'études de botanique à l'université, donc ça risque pas de progresser. C'est pas seulement en France d'ailleurs. Ça a commencé par l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Un arbre qui fait pleuvoir. Étonnant ça. L'île de Hierro, dans les Canaries. Il pleut jamais. C'est une île totalement sèche. Mais il y a un arbre qu'on appelle le garoé, sous lequel il pleut. Alors les gens du village ont très bien repéré ça, ils viennent se doucher sous l'arbre, ils viennent remplir leur récipient, et puis assez rapidement ils ont fait une petite margelle en béton autour de la base de l'arbre, et une rigole qui descend au village, et ils ont de l'eau grâce à cet arbre. Comment ça marche? Eh bien, il ne pleut pas à Hierro, mais il y a des nuages très abondants qui franchissent le col, et cette vapeur d'eau se condense sur les feuilles de l'arbre. D'ailleurs, ça a donné des idées à pas mal de climatologues, et on fait maintenant on a remplacé l'arbre par des structures en plastique, et ça permet d'avoir de la pluie dans des endroits où il fait extrêmement sec. Je pense à des régions d'Afrique de l'Est, comme Djibouti, je crois. Ils ont mis Voilà, on arrive à faire pleuvoir. Il suffit qu'il y ait des nuages. C'est plus facile que d'avoir de la pluie. Moi, ça ne vous aura pas échappé. Ce qui m'intéresse, c'est les tropiques. Et il n'y a pas de saison. À la limite, il y a une petite saison sèche, une petite saison des pluies, mais c'est aléatoire, c'est pas stable. On n'a pas des saisons comme ici. Le résultat, c'est que les arbres d'une espèce ne fleurissent pas tous en même temps. Ici, quand vous avez au printemps un cerisier en fleurs,
vous êtes sûr que tous les cerisiers sont en fleurs, il n'y a aucun doute, c'est le moment de fleurir. Dans une forêt équatoriale, vous trouvez un arbre en fleurs, ben vous marchez un quart d'heure, vous trouvez le même arbre, mais il est en fruits. Ou alors, il est en train de perdre ses feuilles. Donc les saisons disparaissent et on les retrouve dans la forêt. Ce qui est tout à fait étonnant. Vous savez, j'ai passé pas mal d'années sur les canopées, dans le haut des forêts. Eh bien, les arbres étant des colonies, les éléments de la colonie ne sont pas synchronisés. Alors, c'est une grande surprise d'être en haut d'un grand arbre. Vous avez une branche par là qui est totalement défeuillée. La branche qui est là, elle est en train de remettre en place des feuilles. Celle-ci est en pleine feuille avec des fleurs. Et derrière, j'en ai une qui est couverte de fruits. C'est les 4 saisons sur le même arbre. Ça prouve bien que c'est tout de même des éléments différents de la colonie. Et ça, pour moi, c'est une très très grande surprise. Votre intérêt, c'est les tropiques, et pour autant, vous portez un projet de grande envergure d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C'est peut-être l'occasion de dire un mot, ce projet qui est porté par l'association qui porte votre nom, avec Éric Fabre qui est ici. Ça te convient de nous en dire un mot ? Alors moi j'ai passé la plus grande partie de ma vie professionnelle dans des forêts primaires. Ça n'a rien à voir avec l'aire primaire des géologues. Ça veut simplement dire que c'est des forêts où il n'y a aucune trace d'activité humaine. Il y a pu y en avoir, mais le temps passant, ces traces disparaissent. Une forêt totalement libre, où on voit la nature travailler pour elle-même. C'est un spectacle très étonnant et qui devient extrêmement rare actuellement. En Europe, on n'en a plus. On avait la forêt de Bielowieża en Pologne, entre Varsovie et la frontière biélorusse, mais ce n'est pas le moment d'aller par là en ce moment. Et puis de toute façon, le gouvernement, pas l'actuel, mais celui d'avant, n'avait aucun intérêt écologique, donc ils ont commencé à exploiter Bielowieża. Bref, c'est très inquiétant. Moi, je vois ça. Et on a été très déçus par la Pologne du gouvernement Andrzej Duda. Mais une fois, ils sont partis maintenant. Et ils n'ont jamais voulu arrêter de maltraiter cette forêt. Ça ne les intéresse pas. C'est juste une source de fric, quoi, des énormes chaînes gigantesques. C'est très très curieux. Bon, donc la raison, ça explique pourquoi on a envie d'en faire une en Europe, puisque c'est faisable, et tant qu'à faire, autant qu'elle soit plus proche de nous et dans des régions habitées, industrialisées, c'est là qu'on en a besoin. Voilà, donc on s'est lancé, Éric et moi, dans cette aventure, et on a un projet de retour de la forêt primaire en Europe de l'Ouest, c'est ça. Éric, tu veux nous en dire un petit mot? Je pense que c'est l'occasion. Quand Francis a eu cette idée, je crois qu'il était totalement inconscient de ce que ça signifiait, très exactement, et que c'était un projet beaucoup plus compliqué à faire atterrir qu'un radeau sur les canopées tropicales. Parce qu'en fait, cette idée, elle est le nom très exactement de ce dont on a besoin aujourd'hui dans la situation d'urgence d'effondrement de la biodiversité et de dérèglement climatique. Parce qu'elle renvoie à des questions qui sont les grandes forêts, les forêts qui vieillissent sont les meilleurs outils de stockage du carbone, sont les meilleurs fabricants de biodiversité, de refabrication des sols. Et on a des forêts qui ne sont pas bien, qui sont malades, qui jouent mal leur rôle. On a des politiques publiques qui disent 10% d'air en protection forte, on en est à 1,6. Il faut donc aller beaucoup plus loin. Donc ce projet, en fait, le faire atterrir sur les territoires, c'est 26 km sur 26 km. C'est pas énorme, mais c'est aussi très considérable, parce que dire ça dans un endroit, on a deux pistes possibles, c'est inventer des mécanismes pour construire cet objet-là. Et aujourd'hui, c'est le problème qu'on a sur la planète, hein, et encore plus dans les pays développés, il faut plus de place pour une nature, notamment forestière, en libre évolution.
donc il faut prendre de la place pour la nature, donc il faut se poser les questions de qu'est-ce qui se passe avec les activités humaines. Eh bien, il faut repenser nos mécanismes, notre sylviculture, notre agriculture en proximité de ces grands espaces. Quelle pratique touristique? L'idée, c'est de faire de ce massif qui peut-être se construira sur 30 ans, 40 ans, on s'en fiche, puisque sa durée de vie, c'est 700 ans. Hein. Le résultat, 70 000 hectares, 700 ans, c'est un peu nos chiffres clés. Mais ça, c'est une projection d'avenir. La construction même, la réflexion, et notre projet aujourd'hui, c'est un programme de recherche, en quelque sorte, sur qu'est-ce qui se passe si on veut construire un système de ce genre. Quelle politique pour les communes, comment on en profite pour refaire. On a une sylviculture qui est quand même très malade, on a une filière bois qui ne va pas bien, on a une agriculture qui est problématique, donc on a plein de choses à réinventer. On a un tourisme qui peut devenir un surtourisme alors qu'on peut réinventer un tourisme vraiment de contemplation, on peut repenser, ça renvoie à l'OGEO, qui est en milieu urbain, mais il y a dans des pays comme les nôtres où il peut y avoir des villages, parce que notre projet, on le pense évidemment sur des territoires de forêt où la propriété forestière est publique, sur des zones qui sont beaucoup moins densément peuplées. Mais il y a quand même des gens qui vivent. Comment on repense un urbanisme compatible avec une nature sauvage? Comment on repense des routes qu'on pourrait enfouir? Comment on repense des pratiques sociales comme la chasse, l'affouage, etc. Comment on discute de tout ça? Voilà, le projet, c'est à partir de cette idée de Francis, de dire, et pourquoi Francis pensait 70 000 hectares et l'équipe scientifique pensait 70 000 hectares, c'est que, tu l'as dit, une forêt, c'est un écosystème dans lequel il y a des arbres, mais aussi des grands animaux, des très grands et des tout petits, des microphones, pardon, et des macrophones. Et il faut les deux. Et si on ne veut pas que ces populations animales soient complètement endogamiques, c'est-à-dire disparaissent, qu'elles puissent jouer leur rôle de disséminant et de développement de la forêt, il faut qu'elles aient un espace suffisant. Voilà le projet. À partir de cette graine qui était l'idée de faire renaître une forêt primaire pour la transmettre aux générations futures, en fait, de fil en aiguille, c'est devenu un programme de recherche sur une actualité brûlante au sens premier du terme. Et au fond, on s'était dit qu'on devenait un peu des bâtisseurs de cathédrales d'aujourd'hui, puisque c'est des projets multiséculaires et qu'au fond, voilà, on refait une cathédrale. C'est pas compliqué, quoi. Je voudrais dire à quel point c'est beau. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour distinguer une forêt primaire d'une forêt secondaire telle qu'on en a encore ici en France, beaucoup. C'est magnifique. Vous vous dites, waouh, je ne savais pas qu'une forêt, ça pouvait être aussi beau que ça. Voilà, c'est pas très scientifique, si vous voulez, ce critère de beauté. L'avantage, c'est qu'il suffit de rentrer dedans et vous la voyez, la beauté. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire des calculs ou des mesures. Du Colorado, il a cette parole assez terrible. La forêt primaire est à la forêt secondaire, ce que le Grand Canyon du Colorado est à un égout. Bon, les Yankees, hein, ça explique peut-être un certain lyrisme dans ces expressions, mais je comprends ce qu'il veut dire. Parce que dans les forêts que nous avons en ce moment en France, les plus beaux arbres ont été pris depuis longtemps, et donc il y a des trous dans la canopée. Tous les gros animaux ont disparu, tués par la chasse. Et donc, ce que nous avons sous les yeux, c'est ce qui ne nous intéressait pas. Donc la comparaison avec un égout, elle n'est pas si fausse que ça. Si jamais vous voulez nous aider, ce qui serait super, parce que quand on affronte la politique, on a intérêt à être très nombreux. Ça marche bien, on en a 4008, je crois. 4008 adhérents pour l'instant. Mais si vous tapez sur un ordinateur forêt primaire en un seul mot et au singulier, ça va sortir. Et si jamais vous voulez nous aider, ça serait vraiment bien. Voilà. Alors au Havre, on n'a pas de forêt primaire, on n'est pas sous les tropiques, mais on a quand même quelques arbres. Et au-delà de tout ce qu'on a dit, les arbres, vous nous en avez présenté quelques-uns de vos arbres, c'est le rapport qu'on entretient avec eux. Et on a ici au 139 une exposition qui présente 28 arbres, mais surtout 28 arbres, c'est ça qu'on voit, c'est les panneaux ici. Et surtout, c'est les histoires
que chacun raconte, que chacun entretient avec son arbre. Et je vous propose de peut-être à Karine, qui a initié et monté cette exposition, de la présenter. C'est intéressant d'avoir cette autre approche. Non, je confirme, tout n'est pas là. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'accueil, Maxence. Merci, c'était un vrai plaisir de vous écouter. De vous présenter effectivement cette exposition qui s'appelle Comme un arbre dans ma ville. Donc on a réalisé au Havre avec donc voilà, il y a 28 arbres qui sont présents. Donc là effectivement on a une partie de l'exposition, il y en a une partie à côté, une partie de l'autre côté, et je pense que ça sera mieux si vous revenez à partir de demain pour la découvrir. Peut-être vous expliquer en 2 mots comment elle a été imaginée. Donc moi je travaille au sein d'une association qui s'appelle Les Cueilleurs d'Histoire et qui invite les gens à s'exprimer sur tout un tas de sujets divers et variés. Et puis ça faisait un moment que voilà, la question de l'arbre ça me titillait, et mon envie a rencontré celle de la ville du Havre. Donc ça a tombé plutôt bien, avec une petite contrainte. Moi je voyais l'arbre, je pensais au cerisier de chez ma grand-mère. La ville a dit ça serait quand même pas mal d'inviter les gens à s'exprimer, mais sur des arbres dans l'espace public, pour que chacun puisse les voir s'ils en avaient envie. Donc ça a été la seule contrainte qui a été donnée aux participants et participantes. Il fallait qu'ils choisissent un arbre dans l'espace public ou semi-public. Quand je dis semi-public, ça pouvait être en bas d'immeubles par exemple, des lieux en tout cas accessibles à tous et à toutes. On allait devant, je vous explique un peu comment on a fait concrètement. On allait devant cet arbre, donc je mettais un petit micro aux gens et puis je leur demandais de me raconter en fait des souvenirs, ce que ça leur évoquait, les odeurs, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, parce qu'il y a un bruit aussi de l'arbre qui est... Bon, j'ai un peu découvert ça, j'avais jamais fait trop attention. Et puis à partir de là, il y a des photos qui ont été prises des arbres. Donc là vous en avez quelques-uns. On a des choses qui sont assez variées. On a effectivement des arbres qui vont être à la forêt de Montjon, puisqu'on a la chance d'avoir un bois au Havre. Il y a des arbres qui vont être dans des jardins publics, donc le parc aux Heures, le square Saint-Roch évidemment. Et puis il y a des arbres qui vont être dans des endroits un peu plus inattendus, on va dire. Alors, je ne l'ai pas là, mais vous avez tout à l'heure parlé du figuier, je me souviens plus très bien, étrangleur. C'est ça, ouais, c'est ça, figuier étrangleur, voilà. Donc nous, on a au Havre un figuier qui est très très étonnant, parce qu'il est dans un lieu auquel on ne s'attend absolument pas, il est sur le port. C'est Maxime d'ailleurs qui est là, qui a parlé du figuier qui est à côté du mur avant. Donc rien que pour le mur avant, voilà, c'est pas mal d'y aller. Voilà, madame connaît. Et en fait, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des arbres qui poussent... sur un mur. Au Havre, il y a ce qu'on appelle un mur avant, qui est je ne sais pas comment on peut définir le mur avant, c'est une très très grande structure qui empêchait le vent de rentrer dans le port. Donc ça fait je ne sais pas combien de mètres de haut. Donc c'est vraiment sur le port, donc c'est du goudron au sol. Et il y a un figuier, mais qui est... je ne sais pas combien il fait, Maxime, mais il est vraiment énorme, quoi. Bon, ils ne donnent pas de figues comestibles, a priori, il ne faut pas aller faire la cueillette, elles sont pas bonnes, moi j'ai testé, elles sont pas très agréables à manger, mais ce figuier est absolument... Si vous tenez à votre mur avant, il vaudrait mieux le retirer, parce qu'il est capable de tout détruire. Ah oui, alors ça, voilà, la ville, je ne sais pas s'il y a des représentants de la ville, attention au mur avant. Mais en tout cas, ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que ça poussait un peu n'importe où. Là, on en a un, il est où? C'est celui-là, l'échappé d'ailleurs, je trouve que le nom est assez amusant. Donc c'est Jean qui avait choisi, c'est un églantier je crois. Bon, enfin en tout cas le nom c'est Rosa canina, et ce petit arbre là, il pousse au milieu de grosses pierres, c'est vraiment sur la plage là, donc les grosses pierres là qu'on a entre la route et puis la mer, et il pousse là. Et en fait on l'a laissé pousser, et c'est assez extraordinaire aussi de voir ces résistants là. D'ailleurs je trouvais que le terme de l'échappée était... c'est Jean qui a donné ce titre là. Écoutez, pour l'instant, je crois que c'est le cas. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'au Havre, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'arbres, quoi qu'on en dise, parce qu'on parle toujours de la ville béton. Alors, le punk, donc ça, c'est au square aux Heures, c'est un Pinus sylvestri, et qui pousse d'une façon assez amusante. On le voit là, vous n'allez peut-être pas trop voir, excuse-moi Marie. En fait, il a une branche, enfin un tronc du coup, on ne dit pas une branche, c'est pas une branche maîtresse, mais c'est un tronc qui part comme ça complètement à l'horizontale. Et donc voilà, c'est Laurent qui avait parlé de cet arbre-là et qui trouvait qu'il avait un côté punk parce qu'il n'obéissait pas, il ne poussait pas tout droit. Voilà, pour l'exposition.
Merci Karine. J'avais effectivement noté l'échappée. Je vais vous lire juste le début parce que c'est intéressant le regard que peut avoir quelqu'un sur son arbre. Il raconte, on a ici l'échappée, le Rosa canina, un arbre qui pousse entre les rochers. Mon frère taillait dans de l'églantier de magnifiques cannes pour marcher. Celui-là pousse entre des rochers. Je me demande comment ce réseau de racines se développe sous la dalle de béton. Il fait son chemin. Je ne sais pas où il va chercher son eau. C'est un arbuste épineux, broussailleux, qui pousse à l'état sauvage. Il n'est pas taillé au cordeau. Il n'a pas été planté. Et venu seul, on appelle ça les échappées. Alors ça... Oh, c'est comme ça que ça pousse, les églantines. Dans des endroits inattendus, pas particulièrement accueillants à première vue, mais ça va. Ils ne sont pas exigeants. Je propose, si vous le voulez bien, que chacun, en tout cas ceux qui le souhaitent, on est beaucoup, puissent poser des questions, si vous en avez ici. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une explication au fait que l'arbousier, arbuste méditerranéen s'il en est, puisse avoir en même temps des fleurs, des fruits et des feuilles? Parce que vous parliez justement de ces arbres qui avaient tous les stades de développement. Alors l'arbousier, c'est ce qui se passe. Je comprends très bien, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas qu'il est en train de vivre plusieurs saisons en même temps. C'est simplement que la maturation des arbouses, c'est tellement long que c'est rattrapé par la floraison d'après. Ah d'accord. Oui, c'est simplement, c'est une question de durée de maturation des fruits. D'accord. D'ailleurs, il y a des arbousiers dans le monde entier. Ils ont les fleurs et les fruits en même temps. Moi, c'est simplement une remarque pour les Havrais. Vous avez parlé d'arbres très grands, 120 mètres de haut. Je voudrais dire que le clocher de Saint-Joseph, tous les Havrais connaissent, c'est 107 mètres. Ça donne une idée, pour nous, Havrais. Oui, je comprends. Vous avez une mesure. 120 mètres, c'est les arbres. Mais c'est tout petit en réalité. Mais non, mais il faut s'intéresser aux lianes. Ça m'aurait dit, mais si c'était à recommencer, moi je me travaillerais sur les lianes plutôt que sur les arbres. C'est un peu tard. Mais les lianes, elles n'arrêtent pas de nous surprendre parce que 120 mètres pour une liane, c'est rien. On a des palmiers lianes de 400 mètres et dans l'île de Mayotte, on est sur la piste d'une liane d'1 kilomètre. Alors vous voyez que c'est beaucoup plus grand que les plus grands arbres connus. Seulement, évidemment, c'est pas dressé. Voilà, ça passe d'une vallée à l'autre. Les lianes, c'est absolument passionnant. C'est les plantes les plus intelligentes que je connaisse. Bonjour. J'aimerais avoir un peu plus de détails sur les réitérations. Parce que le principe, on le voit assez bien quand la plante subit un stress, donc descente de cime, grosse taille. Donc là, on voit clairement le schéma structurel du nouvel arbre. Mais néanmoins, comment est-ce qu'on fait vraiment la différence entre ce bourgeon dormant qui s'éveille et cette branche qui se fait dans le cycle classique du schéma architectural de la plante? C'est parce que j'imagine qu'au niveau structurel réellement, la réitération n'a pas la même résistance mécanique que la branche. C'est beaucoup moins solide. Et donc je saisis pas trop comment est-ce qu'on va, parce que vous parlez du principe des racines qui sont sous les tissus de l'arbre. Dans les tissus de l'arbre, au niveau le plus humide, puisque les racines, ça cherche l'eau. Donc ça va être de part et d'autre du cambium. C'est là qu'elle pousse. D'accord. Si c'est une branche, il n'y aura pas ça. Une branche, c'est directement, ça prélève directement son eau dans l'axe porteur. Et je ne sais pas quoi vous dire. Il faut regarder à la base. S'il y a des racines, c'est que c'est une réitération. Et structurellement parlant, la réitération est vraiment plus fragile. Car elle sort du schéma classique de... Elle est capable de se détacher, oui. Beaucoup Okay. plus facilement qu'une branche. C'est pour ça que, on en parlait tout à l'heure, tailler un arbre, c'est le rendre dangereux. Il est beaucoup plus sûr, beaucoup plus résistant, beaucoup plus résilient s'il n'est pas taillé. Bon, alors on peut avoir de bonnes raisons de le tailler, mais il faut savoir que les réitérations, ça ne tient pas vraiment. Donc ça risque de tomber. Je me permets encore. Est-ce qu'il y a des chartes communales de gestion du parc arboré avec des techniques ou des politiques de maintien des vieux arbres?
Est-ce qu'il y a des cas dans d'autres villes qui permettent de faire des parallèles avec la nôtre on a vraiment une descente Écoutez, je trouve ça présente drôle parce que chaque ville fait sa charte de l'arbre. Alors moi j'en ai au moins une centaine chez moi à la maison. Alors qu'en fait les problèmes sont les mêmes partout. Il me semble qu'on aurait une charte nationale de l'arbre, ça aurait plus de poids. Celle de Lyon est pas mal, mais je ne sais pas dans quelle mesure elle est meilleure que la vôtre. Pour ceux que ça intéresse, il y a le manifeste de l'arbre du Havre, dont on a parlé tout à l'heure, qui est disponible à l'entrée, si vous voulez y jeter un œil. Ça part de l'idée que l'arbre du Havre, il aurait quelque chose de particulier, de spécifique, qu'on ne pourrait pas trouver dans les autres chartes. Je ne suis pas du Havre, alors il y a sûrement des raisons qui m'échappent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Vous avez parlé d'une résistance due à une multitude de génomes dans un seul arbre. Est-ce que ces génomes peuvent venir à bout des pollutions humaines? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait dans les arbres des génomes susceptibles de faire survivre leur progéniture grâce à leur génome qui pourraient s'adapter à des molécules qui parfois n'existent pas dans la nature. Voilà. Écoutez, c'est pas la peine de descendre jusqu'au niveau du génome pour ce problème-là, parce qu'un grand arbre en pleine activité photosynthétique, comme tout le monde le sait, il absorbe le gaz carbonique, il absorbe aussi les polluants, ce qui rentre dans les stomates exactement comme les molécules de CO2. Bon, il n'en fait rien, mais il les stocke. Et ces polluants vont rester dans sa structure jusqu'à ce qu'ils meurent et qu'ils finissent par disparaître. Un arbre, spontanément, pompe les polluants. Très étonnant, ceux qui sont gazeux en tout cas. Et ça ne le détruit pas? Non, c'est stocké dans des vacuoles qui sont inertes. Voilà. C'est bon à savoir. Hein. Bah oui, parce que les plantes, elles ne résistent pas. Ah non, mais il faut que ça soit des arbres pour ça. Ouais. Mais quelle est la différence entre un arbre et une plante? Une question de taille et de durée de vie. On nous dit souvent que notre projet de forêt primaire, ça va être rendu caduque par une pollution généralisée. Et c'est pas vrai, je crois qu'on peut être rassuré sur ce plan-là, parce que les arbres qui seront dans cette forêt vont s'occuper des polluants. Et en forêt, il n'y a pas de polluants. Oui, justement, ma question revient aussi sur le gaz carbonique, parce que j'ai entendu une fois un truc qui me turlupine depuis, que l'arbre absorbe beaucoup de gaz carbonique pendant qu'il est en croissance, et qu'une fois qu'il est adulte, c'est moins. Alors ça m'embête quand même. C'est faux. Non, c'est faux. Rassurez-vous. Non, mais il y a des fake news qui circulent. Et je vois très bien à qui ça profite, ce genre de truc. Les vieux arbres, il fallait les couper. Voilà. C'est pas vrai du tout. On sait maintenant que ce qui compte pour la photosynthèse, c'est la surface cumulée de toutes les feuilles. Eh bien, il y en a beaucoup plus de surface cumulée sur un très grand arbre que sur des jeunes. Je vois j'ai vu ça à Montpellier, des autorités municipales qui nous disent on va abattre ce grand arbre, mais rassurez-vous, on va en mettre 10 ou 20 petits à la place. C'est une triple arnaque, ça. Parce que le grand arbre, il servait de marqueur. On le voyait de loin dans le quartier, les gens s'orientaient dessus. Et puis c'est lié à des souvenirs, etc. Donc c'est une arnaque patrimoniale, je dirais. Une terrible arnaque financière, parce que le grand arbre, il ne demandait rien à personne. Pas un centime dessus. Tandis que les jeunes, il va falloir les acheter, faire des trous, mettre de la bonne terre, mettre des poteaux pour qu'ils soient pas pliés par le vent, il faut mettre de l'arrosage automatique, etc. Donc ça nous coûte, c'est sur nous que ça retombe. Mais le pire, c'est l'arnaque écologique, parce que les petits arbres, ils sont bien gentils. Mais si on met côte à côte toutes leurs feuilles,
ils seront très loin d'atteindre la surface cumulée du très grand arbre. Et donc il va falloir attendre 25 ans dans une atmosphère qui n'est pas bonne. Voilà, ça fait une génération qui ne profitera pas du bon air. Non, c'est des faux bruits, ça. Hein. Rassurez-vous, ça ne marche pas du tout comme ça. Bonsoir. Quelle est la surface minimum pour une forêt primaire? Alors, si vous voulez que ça soit vraiment donc il y ait équitablement des arbres et des animaux, 70 000 hectares, ça me paraît un bon compte. Et d'ailleurs, c'est imité de la forêt de Białowieża en Pologne, à l'époque où elle était en très bon état. C'est pas énorme, vous savez, c'est... Enfin, moi j'ai une référence méditerranéenne parce que j'habite Montpellier, c'est l'île de Minorque, dans les Baléares. Minorque, un petit point sur la carte de Méditerranée. Oh non, il ne faut pas nous dire que c'est gigantesque. Ça veut simplement dire que les surfaces qui ont été concédées à l'écologie jusqu'à présent étaient beaucoup trop petites. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas toujours bien. 70 000 hectares au minimum. J'aimerais mieux que ça soit plus grand. Sur le carbone, les lobbies de la forêt nous disent souvent que un arbre qui dépérit, qui tombe au sol et qui se dégrade va libérer le CO2 dans l'atmosphère, alors qu'un arbre récolté et utilisé en construction, il garde ce carbone stocké. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond? Parce que ça me paraît un peu quand même un peu tiré par les cheveux. Pour extraire les arbres, bon, on en dégage quand même un petit peu, on brûle un peu de fioul pour ça. Et puis, oui, je comprends pas que en dégradant un arbre au sol, il redégage tant de CO2. Non. Le carbone qui est dedans, parce qu'il y en a beaucoup, il a passé toute sa vie à l'accumuler, il va passer dans le sol. Le sol s'enrichit en carbone. Et ça, c'est la garantie de sols extrêmement fertiles. Non, ça enrichit les sols, ça ne pollue pas l'atmosphère, un arbre tombé. Ça n'est pas très précis ce que vous dites. L'arbre, pendant sa croissance, capte le CO2. Il faut quand même être précis en disant carbone ou CO2. Mais après, quand l'arbre est mort et qu'il pourrit là dans la forêt, qu'est-ce qui se passe dans le sol? C'est pas du carbone, c'est du carbone associé à autre chose. C'est l'atome de carbone. Les molécules carbonées qui passent dans le sol. D'accord. C'est ce que l'arbre peut produire. Hein. Voilà, mais c'est pas du CO2 et c'est pas du carbone tout seul. C'est pas du CO2, mais c'est du carbone tout de même. Non, bien sûr. Sur ce petit point, j'allais dire des arnaques et des fake news, parce qu'effectivement, aujourd'hui, faut être clair, dans les enjeux de la transition écologique, au fur et à mesure qu'on est confronté en ce moment aux phénomènes qui ont été suscités par l'activité humaine, qu'on se rend compte de l'ampleur de ces phénomènes et du fait qu'ils nous dépassent, qu'il y a une inertie considérable et que donc c'est engagé. Qu'on a analysé les causes, on analyse évidemment les réponses. Et là, il y a très clairement deux clans. Il y a un clan qui dit, mais nous, on est maîtres de la nature, il n'y a aucun problème, tout ça a été fait pour nous, on a des réponses techniques, on a des réponses technologiques, et on entend tous les jours les tuyaux qui rentrent dans le sol, comment Francis a fait une lettre un jour à Gutiérrez et à Elon Musk pour lui répondre, parce qu'Elon Musk avait lancé un appel à projet pour mettre en place la grande usine d'absorption du carbone. Et Francis lui a envoyé une lettre en disant, mais cette usine, elle existe, si vous voulez nous donner les 10 millions de dollars de prime, ne vous gênez pas. Il n'a pas fait. Et il n'a pas fait. Enfin, en tout cas, mon trésorier ne nous a pas informés. Il y a un enjeu de reconnaissance, et là, il faut se sortir, nous, l'humanité, de notre nombril, du fait que les réponses aujourd'hui à la crise, elles sont aussi massivement dans la nature. Et c'est en regardant la nature travailler, en analysant les processus qu'on soit, en lui donnant plus de place, d'ailleurs les politiques publiques le disent, puisqu'elles disent 10% d'air en protection forte, plus de surface en protection forte. Il y a encore une étude qui est sortie dans Nature il y a 10 jours,
qui conforte l'analyse disant que plus les arbres vieillissent, plus ils absorbent de carbone. Parce que c'est très intéressant de dire que c'est des arbres jeunes, parce que là on peut dire 3 milliards d'arbres, on peut dire n'importe quoi, planter, planter, planter. Et pendant ce temps-là, on continue à couper parce qu'on a une filière bois qui est en situation de panique. Mais si elle est en situation de panique, c'est pas la faute de Francis Allais ni des forêts, c'est parce qu'il y a eu des modes d'exploitation qui ont complètement sacrifié la forêt. De la même façon, on dit, oh là là, le réchauffement climatique est beaucoup plus rapide, parce que de temps en temps, Francis se permet quand même de dire, mais attendez, la forêt c'est 380 millions d'années, Homo sapiens 300 000, on se calme. Les forêts savent gérer le changement climatique. Elles n'ont pas attendu l'humanité pour gérer les changements climatiques. Alors, l'adversaire, si je puis dire un peu ébranlé, dit ah oui, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est la fameuse remontée des arbres du sud vers le nord, le cèdre, etc. Et en ce moment, il y a les études qui sortent et qui montrent très bien, enfin je pense à un article de Muller encore dans The Conversations, et qui dit on est en train de se rendre compte que la capacité de résilience de l'arbre d'abord est beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait jusque-là. Et les solutions sont effectivement, non pas dans les arbres venus du sud, mais dans l'examen des capacités de résistance des espèces qui sont déjà en place. Il y a tout un terrain de fake news qui recouvre en fait des volontés de répondre plus ou moins mollement ou plus ou plus mollement aux questions qui sont posées par la transition. Parce que ces questions, elles renvoient à plein de choses. Elles renvoient à la sobriété de tout le monde. Il faut qu'on produise autrement. Ça ne veut pas dire ne plus produire, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ça ne veut pas dire plus personne là-dedans. Ça veut dire, et c'est le sens de notre démarche et de notre proposition, il faut se mettre autour de la table et il faut travailler sérieusement. Et la question de la forêt, ce n'est pas simplement le ministère de l'Agriculture, les forestiers entre eux, c'est la société, les savants, les scientifiques, les élus bien sûr, mais les personnes dans leur territoire qui se posent la question, et si on laisse plus de place à nos forêts qui vieillissent, la commune elle aura moins de revenus, comment on compense? Les chasseurs, oui, mais comment? Je vais chercher mon bois, en Allemagne sur la Fouage, il y a des politiques publiques qui apportent du bois récolté ailleurs pour compenser les gens qui ne peuvent plus faire de la Fouage. Il y a des solutions aux problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est confronté en permanence à ça. Enfin, on entend encore, Francis le dit souvent, on entend encore des gens qui disent mais une forêt qui n'est pas entretenue par nous, mais elle va mourir. On enseigne dans les écoles forestières. Une forêt que vous n'exploitez pas, elle va s'étouffer et mourir. Et il faut y faire propre dans la forêt, là. Il faut y faire propre. Il y a du bois mort, hein. Bonsoir. Alors oui, par rapport au carbone, ça me fait juste penser, il y avait un reportage qui était très très bon sur le cycle du carbone en général, et on se focalise beaucoup sur le... Pardon, c'est mieux. On se focalise beaucoup sur le CO2, mais qui est pas suffisant pour expliquer tous les problèmes qu'on a avec le réchauffement climatique. Mais c'était pas pour ça que je voulais parler. C'était, je voulais rebondir sur la triple arnaque de débiter un arbre pour en replanter 10 jeunes. On pourrait même en rajouter une quatrième qui est souvent oubliée, c'est qui est pas propre à l'arbre en lui-même, c'est sur les dendromicrohabitats et tout ce que l'arbre peut abriter comme insectes et comme champignons et comme plein de choses. Et en fait, on se rend compte que ça explose à partir de 150 ans environ. Donc, même si, quand bien même d'un point de vue équivalent carbone, ça pourrait être, on pourrait trouver une équivalence en plantant je ne sais pas combien d'arbres pour en tuer un vieux. En termes de biodiversité, on n'arrivera jamais à l'équivalence, et c'est vraiment très très important d'arriver à conserver ces vieux sujets justement pour ça. Et donc en fait, on pourrait même avoir 4 arnaques. On doit pouvoir en trouver d'autres. Je voulais vous demander pourquoi vous ne pourriez pas vous associer avec d'autres associations, par exemple, pour créer votre forêt primaire. Par exemple, moi, j'ai envoyé des sous l'année dernière, ou je ne sais plus quand, à l'ASPAS qui achète des espaces pour recréer justement des zones où la faune n'est pas chassée pour chasser et abattue. Ça correspondrait un petit peu à votre projet, et l'union faisant la force, ça... Attendez, l'ASPAS, d'abord on les connaît très bien, c'est des amis très chers,
Et les dirigeants de l'ASPAS ont contribué à fonder notre association. Non, on est en relation très étroite. Le problème de l'ASPAS, c'est qu'ils achètent les terrains. Oui. Et les gens du coin se disent, mais pourquoi ces gens qui ne sont pas d'ici les chasseurs surtout qui se disent. Oui, puisque évidemment c'est contre les chasseurs. Non, mais rassurez-vous, on est très proche de l'ASPAS. Il n'y en a pas d'autres, parce que personne n'essaye de faire des forêts primaires. Non, c'était une question qu'on s'est posée au tout début, en explorant l'idée de Francis. Et ce qui est apparu, c'est que la volonté d'avoir un écosystème vraiment cohérent à terme, c'est-à-dire les 70 000 hectares, de penser le projet sur plusieurs siècles d'emblée, en l'affichant, faisait qu'on ne pouvait pas penser en termes d'acquisition privée. Et que donc, des démarches comme celle de l'ASPAS, mais il y a aussi Forêt Sauvage, il y a d'autres associations, ce sont des démarches qui sont plus petites, qui sont sous un régime de propriété associative. On fait ça chez les notaires, on ne dit rien à personne et tout. Et d'emblée, nous, on a dit c'est un projet de politique publique. Il faut le porter en tant que projet de politique publique, c'est-à-dire mettre directement des États devant la question posée de manière globale. Et c'est pour ça qu'on a pensé aussi comme projet européen, transfrontalier. Et c'est pour ça qu'on le situe dans deux endroits, enfin on a deux endroits de réflexion. Quand vous dites propriété foncière publique, transfrontalier, pas trop haut, Francis, vous tenez beaucoup à cette condition-là, vous tombez en gros sur deux grandes zones qui sont les Ardennes françaises et belges et Vosges du Nord et Rhénanie-Palatinat, et qui sont deux terrains de réflexion sur lesquels on dit on n'est pas le gouvernement, on n'est pas en train de dire on va faire un parc national ou je sais pas quoi, on est une association qui porte un projet, c'est la société civile, c'est un programme de recherche. On dit et si, on ne dit pas non, parce qu'en France c'est oui, non, vous êtes pour ou vous êtes contre, quoi. On est des binaires, je ne sais pas si ça rentre dans le coloniaire, le binaire, mais alors on est des binaires, et nous on dit mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est expérimentons, travaillons, et si on fait ce projet-là, dans quelles conditions ça peut se passer, comment ça peut se passer, quels sont les problèmes que ça pose, et on a le temps. Il faut prendre la décision tout de suite, s'engager dans une démarche d'expérimentation solide pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis le projet il se construira peut-être sur 20 ans, 30 ans, comme voilà. Mais voilà, la différence c'est un projet public d'emblée, et qui met, y compris l'État et le gouvernement, devant peut-être quelques-unes de ces contradictions, c'est ce qu'on vit en ce moment. Un détail peut-être, c'est que ça sera parfaitement ouvert au public. Parce que souvent, là, il y a encore maintenant des journaux en Suisse, par exemple, qui disent que ça va être fermé, sous cloche. Non, c'est faux. Les visites seront non seulement autorisées, mais favorisées. Simplement, il faut déjà penser à limiter le tourisme, parce que du tourisme massif en forêt, ça ne peut pas marcher. Ça, il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Les gens sont les bienvenus, mais pas tous en même temps. Voilà. Bonjour. Je voudrais avoir votre point de vue sur quelque chose que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps, qui s'appelle la syntropie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, et parce que a priori ça a l'air d'être quelque chose d'un peu magique. Et, non, mais parce que ce qu'a mis en place ce Suisse là, Ernest Gotch qui. Ah, ouais, merci. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un avenir là-dessus ou... Oui, mais c'est très vieux. C'est ce que nous on appelle l'agroforesterie. Alors si vous groupez ensemble, c'est important de savoir qu'il y a des arbres qui ne se supportent pas. Vous les mettez côte à côte, il va y en avoir un qui va mourir. Ils ne se supportent pas. Et par contre, vous mettez 2 arbres bien choisis, ils vont pousser beaucoup mieux que s'ils étaient seuls. C'est ça la syntropie, c'est de partager le territoire pour tirer le meilleur. Moi, j'avais pas compris ça. Et donc, du coup, j'étais dans l'erreur. Mais pour moi, c'était des apports massifs de matière, et de faire pousser de manière massive des plantes très vigoureuses autour et de les couper pour faire des apports de matière organique. De matière organique très importante. Alors c'est une définition que je connais pas, ça.
D'accord. Et ben, c'est je vous la invite vie ensemble, simplement, Saint-Tropez. Ah oui, alors c'était pas... Non, moi j'en ai pas vu, cet usage-là. Je vous invite à regarder en France, là il y a des expérimentations qui sont mises en place sur ce qu'ils appellent la Saint-Tropez, mais pas sur... Je vois que ce terme progresse en effet. Ah, oui. Je ne suis pas certain qu'il soit vraiment utile parce que la réalité on la connaît, il y a des arbres qui ne se supportent pas et d'autres qui aiment beaucoup être ensemble. Ok, bon, c'était pas le sujet de ma question, parce que je vois bien la corrélation entre la dynamisme qui peut être mise en place entre deux plantes et augmenter leur croissance, mais là c'était vraiment sur la création de désordre au sein d'un système pour ça va plus loin que ce augmenter la production de masse. Et ce qu'ils ont dit, c'est que en fait cette forêt que ce Suisse a mis en place au Brésil là, au lieu qui a une trentaine d'années, en aurait factuellement plutôt 150 quoi. Que sa croissance est vraiment bien plus importante. Donc après c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'études encore vraiment. C'est vrai, c'est un terme récent. Voilà. Donc je voulais votre avis. En tout cas, ça vaut le coup de s'y intéresser, je pense. Pour moi, un bon exemple, c'est le lierre sur un tronc. Pendant des dizaines d'années, on a appris aux jeunes ingénieurs forestiers qu'il fallait couper les lierres. Quel dommage! Ça ne fait aucun mal à l'arbre et ça lui fait plutôt du bien. Donc maintenant, on les laisse. Voilà. Et ça, la Saint-Tropez, les deux partenaires bénéficient de la présence de l'autre. Tout à fait. Merci. Ah non, attendez, le gui, il est parasite. Bon, on ne se refait pas énormément de mal s'il y a une boule de gui. Mais c'est vrai que si vous avez trop de boules de gui sur un petit pommier, vous n'aurez pas de pommes. Non, les parasites, c'est très différent d'une plante comme le lierre qui n'est pas parasite. Une question beaucoup plus simple. Est-ce que la forêt guyanaise, on peut dire que c'est une forêt primaire ou pas du tout? Ici, il y a des magnifiques endroits de forêt guyanaise qui sont primaires. Il faut s'éloigner de la côte, parce que ça a été cultivé tout à fait dans le nord. Mais si vous allez au centre du département, le point culminant, c'est très modeste, c'est 700 et quelques. Là, vous avez des magnifiques forêts primaires. Oui. Je vous propose qu'on prenne les dernières questions avant de se retrouver à côté pour manger un morceau, boire un verre, pour ceux qui souhaitent rester, continuer à échanger. S'il y a des questions, tout au fond derrière, Héloïse. Oui, bonsoir. Vous parlez beaucoup de CO2, de relâcher, mais les méga-feux qu'il y a eu en Californie, nord-canadien, en Sibérie, et les grands feux en France, parce qu'on ne peut pas appeler ça des méga-feux, mais combien de carbone ont été relâchés avec ces incendies quoi? Si on fait brûler des arbres, ça, le carbone il repart dans l'atmosphère, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un des grands dangers des feux. Ouais. Parce qu'en plus dans les Landes, avec ce qu'ils appellent une forêt des Landes, c'est plutôt un bois des Landes parce que c'est que des pins qui proviennent à la construction. Quoi. Oui, mais ça c'est aussi une erreur humaine. Pourquoi est-ce qu'on met que des pins? C'est vraiment comme si on plantait des bidons d'essence. Ça finit par nous retomber dessus. Alors, ce que je trouve le plus incroyable, c'est que, étant donné que les Landes de Gascogne ont brûlé, qu'est-ce qu'on va remettre? Des pins. Si on ne tire pas parti de nos erreurs, alors là, je crois qu'on va vraiment dans le mur. Une dernière question? Pour coller avec le calendrier, parlez-nous un peu des sapins de Noël. C'est vraiment la dernière question. Hein. Excusez-moi, en quoi est-ce une question? Ils sont coupés de toute façon. Non, mais en ce moment, il y a une espèce d'engouement autour de l'arbre et de la forêt qui est très étonnant. Il n'y a pas une revue, il n'y a pas un journal qui ne fait sa page ou son article sur les forêts. Et je débarque à Paris l'autre jour et au BHV, je vois Noël en forêt. Étonnant. Alors, au Havre, sur la place de l'Hôtel de Ville, il y a une forêt de sapins, puisque la ville a décidé de ne pas avoir de grands arbres de Noël, mais d'avoir des petits sapins plantés sur toute l'esplanade. Plantés, mais ils vont vivre l'été, là? Juste pour la période hivernale, et après ils repartent quelque part.
Je propose qu'on en reste là-dessus. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre venue. Merci à tous.